Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto sur Scratch en préparation au brevet. Donc, on va le faire en plusieurs temps. D'abord, on va essayer de revoir toutes les commandes que vous devez absolument maîtriser pour justement aborder au mieux cet exercice. Et ensuite, on ira chercher quelques exemples sur justement comment réagir en fonction de la figure qu'on voit, qu'est-ce qu'on attend de vous réellement vis-à-vis de la maîtrise de ce logiciel. Alors, on va reprendre déjà, comme je vous l'ai dit, les commandes pour voir que finalement, eh ben, il n'y a pas besoin forcément de tout savoir. Alors, qu'est-ce qu'elles font chacune d'entre elles? Donc déjà, on va commencer par les mouvements. C'est celle de base, normalement, que vous avez vu dès l'entrée en sixième, quand vous avez appris à maîtriser un peu le logiciel. Donc, il y a le avancé de 10 pas. Alors, pour tous ceux qui se sont toujours demandé ce qu'était un pas, c'est un pixel. Voilà, un pixel, c'est quoi le pixel? C'est le petit carré que vous pouvez voir en mettant votre nez contre l'écran justement de la télé ou l'écran de l'ordi. Justement, donc il faut savoir qu'il y en a environ 2000 dans la longueur euh, pour le coup. Donc il ne faut pas hésiter. Vous voyez, à chaque fois que je fais un double clic, ça va avancer de 10 petits carreaux, comme ça, dans la direction qu'a le chat, bien entendu. Donc vous avez le fameux aussi tourner d'un certain nombre de degrés. Voilà, tourner à droite, tourner à gauche, pour le coup. Donc on tourne à droite et à gauche par rapport à la direction du chat. Hein. Attention, hein, vous voyez le tourner à gauche. Là, pour l'instant, il est orienté vers la droite. Le meilleur moyen de le voir, c'est ce fameux s'orienter. S'orienter à 90 parce qu'en fait, le 0 correspond en haut. Et donc, 90 degrés, on va fonctionner à droite. Alors, en dessous, on aura donc 180. Et à gauche, on va plus fonctionner en négatif. Voilà, 90 vers la droite, moins 90 vers la gauche. Donc ça reste des commande de déplacement de position. Le aller à position aléatoire, vous voyez, honnêtement, on va jamais l'utiliser. Voilà, je vais dire très peu souvent, mais non, on va jamais l'utiliser. Comme le aller à pointeur de souris, voilà, ça va vraiment être dans certains TP particuliers, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser au brevet. Par contre, le aléa X, Y, celui-là, il est très important. En fait, souvent, il va vous permettre de revenir au centre. Parce qu'il faut savoir que cet écran, en fait, il faut que vous arriviez à voir cet écran comme des axes d'abscisse et d'ordonnée, comme un repère. Je vais vous montrer un petit arrière-plan pour qu'on en ait davantage la vision. Donc vous voyez, là vous avez votre repère avec les abscisses, les X, les ordonnées, les Y. Et donc vous pouvez voir que l'écran sur lequel va se déplacer notre lutin, c'est-à-dire ici le chat, va aller donc de moins 240 à 240 pixels sur les abscisses et de moins 180 à plus 180 dans les ordonnées. Alors pourquoi celle-ci elle est très importante? Souvent on la met très souvent en début de programme. Comme ça, si jamais votre chat sort de l'écran à un moment, eh ben, le fait de l'avoir mis au début de votre programme, oui, ça va le remettre au centre de l'écran, ça va lui redonner la position que vous souhaitez. Donc celle-ci, vous la verrez extrêmement souvent. Le glisser, lui aussi, on ne va pas forcément l'utiliser. On aime bien que l'informatique, ça fonctionne comme ça rapidement. Donc le glisser en 1, 2, 3 secondes, à moins que vous vouliez voir un mouvement fluide. Là, le s'orienter, on en a parlé aussi très souvent. Le s'orienter vers pointeur de souris, non, pour le coup. Ouais, moi, j'ai fait très peu de TP où ça a un intérêt. Par contre, voilà, de la même manière qu'on a le aller à x0, y0, on va donc utiliser les coordonnées aussi pour se déplacer. Le fameux ajouter à x, ajouter à y, on peut aussi avoir mettre pour se déplacer, mais comme on a déjà le aléa xy, donc ajouter à 10 à x, on va donc ajouter 10 sur l'abscisse, et si on veut aller vers la gauche, bah, il suffit de mettre un nombre négatif, moins 10, pour les x. Pareil pour les ordonnées, pour le coup. Voilà. Le rebondir si le bord est atteint, pareil, ça sera que dans quelques TP, mais je ne le sens pas forcément en vue du brevet. Le fixer le sens d'orientation non plus. Et afficher les abscisses et ordonnées, ça aussi on peut oublier. Donc déjà dans les mouvements, vous voyez, vous n'avez que cela. Alors finalement, il y a deux types de mouvements à voir pour le coup.
Voilà, je reste un peu parce que c'est vraiment l'intro pour comprendre comment sont les déplacements et donc comment sera l'écriture pour le coup. Vous avez le avancé et tourné qui va dépendre de la direction qu'on aura pris grâce à s'orienter. Donc souvent on va l'orienter, comme je vous l'ai dit, à 90 vers la droite. Et après on va avoir le tourné à gauche et à droite qui sera par rapport à la direction euh, qu'il a. Et avec finalement le avancé, où il va avancer suivant la direction du chat, pour le coup, du lutin. Et vous avez la configuration avec les abscisses et les ordonnées du ajouter à x, y et le aléa aller au centre, pour le coup. Donc, vous avez deux déplacements, un qui se fait avec les coordonnées et un qui se fera plus par rapport à la direction qu'a le chat. On verra lors d'un exercice un petit exemple de brevet, justement, ce qui peut être mieux pour l'un ou pour l'autre, ou quels sont les pièges à éviter dans l'un et dans l'autre. Ensuite, dans les apparences, à part le dire, honnêtement, j'ai très peu utilisé les apparences. Voilà. Pour de l'animation, on va être sur les basculer sur le costume, mais ça, on va rarement l'utiliser, on va rarement aller pousser aussi loin avec tous les élèves. En tout cas, le basculer sur l'arrière-plan, pareil, c'est plus pour donner, pour faire un petit jeu de plateforme, de la dynamique, mais j'ai jamais vu ça au brevet, pour le coup. C'est pour ça que voilà, tous les costumes, toutes les apparences, peut-être, alors voilà, celui-là non plus on l'utilise pas souvent, mais mettre la taille, changer la taille du lutin. On pourrait imaginer sur cette histoire de taille, sur cette commande qui commande la taille, qu'on puisse utiliser justement un jour ces deux commandes parce que changer la taille du lutin, ça revient à faire un agrandissement ou une réduction. Donc une homothétie. Et là, on serait en plein dans le programme de troisième. Donc c'est quelque chose que je n'ai encore jamais vu, mais qui pourrait tout à fait être utilisé et présenté pour un sujet. Voilà. Pareil, les effets graphiques, montrer caché en TP, on peut le mettre. Montrer caché, à quoi ça sert? Ça sert si jamais vous ne voulez pas voir le lutin, il est toujours là bien entendu, hein, mais c'est juste qu'on l'a caché et donc il faudrait cliquer sur montrer pour qu'il apparaisse. Mais donc à part honnêtement le bonjour que vous avez souvent utilisé, le montrer caché, peut-être, tous les autres seront aussi très peu utilisés. Voilà, je laisse une taille, tout de même, le mettre la taille. Souvent, en fait, on va régler la taille au début. Si vous voulez le déplacer dans un labyrinthe, vous allez le rendre tout petit. Mais après, il ne va pas y avoir non plus de grands changements là-dessus. Aller à l'avant, déplacer le plan, non, tout ça, non. Donc finalement, vous voyez, voilà, déjà sur les deux parties, on va dire les plus blindées, que sont les mouvements et les apparences, et ben finalement vous avez très peu de commandes que vous avez étudiées, que vous utilisez. Voilà. Les autres sont vraiment là pour pousser la maîtrise de l'utilisation sous Scratch. Le son, n'y être surtout, honnêtement. À part jouer un petit miaou à un moment, pour le coup, vos professeurs en TP vont très peu l'utiliser aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des sons sur tous les PC qui se déclenchent en même temps. Chacun est focus sur son boulot, sur son PC. On n'a pas envie d'avoir de bruit parasite. Les événements ensuite. Donc les événements, tout le monde connaît les événements dès le début, surtout le quand le drapeau est cliqué. Voilà, très connu pour lancer bien sûr le programme et les actions de notre lutin. J'apprécie énormément, moi, et vous verrez parfois, le quand la touche est pressée. Alors pas quand la touche espace est pressée, mais on va souvent mettre flèche du haut, bas, droite, gauche pour contrôler votre lutin. Voilà, pour faire des déplacements, pour faire comme un petit jeu de plateforme, pour le coup. Alors, petite astuce entre nous, en plus de celle-ci, quand vous avez plusieurs lutins sur le même fichier et que vous voulez les contrôler indépendamment les uns des autres, personnellement, j'aime bien utiliser les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, etc. Voilà, comme ça, quand je clique sur le drapeau, il n'y a pas tous mes lutins qui vont se lancer. Parce que si vous avez plusieurs lutins et que vous faites un programme dans chaque lutin, vous appuyez sur le drapeau, il y a tout qui se déclenche, c'est le bazar, surtout si vous avez le stylo, pour le coup. Alors que vous, dans votre cas, voilà, si vous mettez, quand vous appuyez sur la touche A, B, C, D, eh ben, vous pourrez
utiliser un lutin, le premier, le deuxième, le troisième, en n'utiliser qu'un seul à la fois. Surtout. Quand le sprite est cliqué, lui aussi il est assez rare. Je l'utilise pour éviter des triches dans mes jeux de labyrinthe. Quand l'arrière-plan bascule, aussi, lui aussi, il est très rare. Quand j'envoie et je reçois des messages, ça c'est génial. Vraiment, quand vous voulez pousser du scratch, ça veut dire à la fin d'une action, ici votre lutin va envoyer un message et quand un autre lutin le recevra, il se mettra en action. Ça lui permettra de faire un départ et que ce ne soit pas vous qui activiez justement le signal de départ. Mais au final, là aussi, les plus courants, deux événements, le drapeau et quand une touche est, et quand une touche est pressée. Dans les contrôles, vous allez attendre, vous allez souvent utiliser le attendre une seconde pour décomposer. C'est-à-dire, quand vous avez une succession de mouvements, c'est ultra important de mettre des attendre entre tous pour voir ce qui se passe. Voilà. Par exemple, voilà, je les mets tous, je mets un petit drapeau, voilà. On le remet à la base, tac, tac. Et là, on n'a rien vu. Alors que si on met des attendre une seconde à chaque fois, eh ben, ça permet des fois d'aller chercher son erreur. Ça permet de décomposer le mouvement. Et donc, ça va rarement être demandé. Mais par contre, vous, ça va vous être utile quand vous allez chercher justement ce qui ne va pas. Si ça ne va pas. Voilà, par exemple, hop, je le remets. Voilà. Et cette fois, quand je le lance, je le vois avancer, tourner petit à petit. Donc si à un moment il dévie du chemin que j'avais prévu, au moins grâce à ça, je pourrais suivre à quel moment justement il peut y avoir un hic. Je vais garder quand même mes avancer, tourner hop, de tout à l'heure. Donc les attendre une seconde à garder tout de même dans un coin, même si ça ne vous sera pas demandé comme je vous l'ai dit. Le répéter va être énormément utilisé. Ça permet d'éviter d'avoir un long programme comme j'avais tout à l'heure. Voilà, il m'aurait suffi de mettre avancer, tourner à l'intérieur, bien sûr, et de euh, répéter 5, 6, 8, 10 fois selon ce qui m'intéresse. Pardon, j'ai cliqué, mais je n'ai pas de déclencheur. Voilà, donc ça permet de raccourcir énormément les programmes, c'est génial pour le coup. Donc à bien utiliser. Souvent, ça va vous être très utile pour les hexagones, pour les octogones, pour tous les polygones réguliers. Ah, voilà, aussi simple que ça. Donc le répéter 10 fois qui permet de raccourcir vos programmes. Donc eux aussi à garder et à bien penser qu'on va utiliser. Les répéter indéfiniment, eux, ils sont très utiles, mais souvent quand vous avez une question. Ça veut dire, pour construire une figure, on ne va pas mettre un répété indéfiniment. On a envie qu'à un moment, la figure, elle s'arrête, qu'elle arrive à son point de départ. Par contre, quand le si alors, pour le coup, là, on pose une question. On dit si, je n'importe quoi, la position x, et c'est la condition qu'il va y avoir ici, si la position x, par exemple, est dans les positifs, alors on va faire telle action. Alors on va le déplacer vers la gauche, par exemple. Mais si vous le balancez comme ça, en fait, quand on va cliquer sur le drapeau, il va se poser la question au moment où je clique sur le drapeau et ce sera fini. Ça veut dire que si ce n'est pas le cas au moment où vous cliquez sur le drapeau, bah, c'est niet. Il va se dire ok, voilà, j'ai posé ma question et c'est instantané. C'est-à-dire c'est au moment où je clique sur le drapeau, il se pose cette question. Voilà, si oui, il le fait, sinon, tant pis, il fait rien. Alors que grâce au répéter indéfiniment, eh ben en fait, il va se poser la question constamment. Il va se dire est-ce que j'ai la condition que j'ai ici? Si à un moment oui, alors il effectuera l'action. Donc là, ça permet justement, se répéter indéfiniment, que l'action se déclenche dès que la condition qu'il y a entre le si et le alors est réalisée. La condition, je vous l'ai dit, ça peut être qu'il soit placé dans les positifs. Voilà, qu'il ait une abscisse supérieure à 0, par exemple. Voilà. Alors, comment on écrit ça? Comment on écrit ça si l'abscisse est supérieure à 0? C'est là où on va aller dans les opérateurs. Voilà, je sais, je reviendrai un peu sur les contrôles après. On va dans les opérateurs. Donc, les opérateurs, vous allez quasiment tous les utiliser. Les plus, moins, fois et diviser. Ceci, pourquoi? Parce que programme de calcul.
programme de calcul, vous allez avoir les 4 opérations, c'est obligé. Vous allez avoir des probas, on va faire un nombre aléatoire. Voilà, entre 1 et 10, entre 1 et 100, peu importe. Vous allez avoir le supérieur, inférieur ou égal. Voilà. Donc là, pour reprendre mon exemple, si l'abscisse est positive, donc je devrais faire quoi? Donc là, forcément, je vais chercher celle-ci, même si je vous ai dit qu'elle était assez rare. Si l'abscisse est supérieure à 0, et là, je l'insère dedans, pour le coup. Dans mon si alors. Si l'abscisse est supérieure à 0, alors il va se déclencher ce que je vais mettre ici. Alors il va dire bonjour pendant 2 secondes, par exemple. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, il se pose constamment la question. Je suis dans les négatifs, donc ça ne fonctionne pas. Je suis dans les positifs, voilà, donc il dit bonjour pendant 2 secondes. Voilà. Je suis dans les négatifs, non. Je suis dans les positifs, oui. Alors, le pendant 2 secondes ici est inutile parce qu'il se repose constamment la question. Donc à partir du moment où il se repose constamment la question, il va réeffectuer l'action. C'est-à-dire il va le faire pendant 2 secondes et après il va se reposer la question tout de suite. Et donc si je ne l'ai pas bougé, il va rester toujours avec son bonjour. Donc, bien penser aussi quand vous débutez sur Scratch que d'observer les formes, bien entendu. Ça veut dire une forme arrondie comme ça ne peut pas aller ici. Voilà, vous voyez que le creux ne correspond pas. C'est un peu comme, j'adore mon collègue qui me dit, c'est un peu comme le jeu où vous avez un an, vous essayez de faire rentrer le carré dans un trou circulaire, ça passe pas, quoi. Voilà, bah là c'est exactement pareil. Là, voilà, il faut que vous ayez la même forme pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Donc voilà, donc supérieur ou égal. Autre opérateur, on peut avoir le et si vous voulez plusieurs conditions. Ça veut dire si vous voulez que l'abscisse soit plus grand que 0 et une autre condition, donc tiens, on peut mettre l'ordonnée aussi supérieure à 0. Donc là, vous voyez, ça devient assez long, mais ça rentre hein, tout de même, pour le coup. Et donc le et, ça permet d'avoir les deux conditions. Donc là, ça va se déclencher. Il va nous dire bonjour seulement si il est avec l'abscisse positive et l'ordonnée positive. Donc vous voyez, hop, dès que je suis là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et là, ça marche, pour le coup. Important, il n'y a pas que le et. Oh, pardon. Il n'y a pas que le et, il y a le ou aussi. Et ça change tout ici. Comme ça, on va se dire, ouais, et ou c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Quand on a et, ça veut dire qu'on a l'un et l'autre. Le ou, c'est qu'on a l'un ou l'autre. Et regardez donc, là par exemple, l'abscisse est positive, pour le coup. Donc partout l'abscisse est positive, même quand je suis en bas. Hein, vous voyez, je suis en bas, il dit bonjour, pour le coup. Si jamais l'abscisse est négative, et l'ordonnée négative, là, il ne fait rien, parce que je n'ai pas l'abscisse positive et je n'ai pas l'ordonnée positive. Par contre, si je suis ici, avec l'abscisse négative, mais l'ordonnée est elle aussi positive, bah là, ici, bonjour. Pourquoi? Parce que l'ordonnée est positive. Donc, vous voyez toute la distinction entre le et et le ou. Hein. Le et, tout à l'heure, c'était que dans cette partie supérieure droite. Et là, comme le ou, c'est l'un ou l'autre, bah, on va avoir tous les ordonnées positifs et tous les abscisses positifs qui vont fonctionner. Voilà. Ouais. Celui-ci, celui-là et celui-ci. Voilà donc le et le ou, très important. Le nom, je l'ai rarement fait dans un TP, je vous avouerai. Voilà, le nom, on l'utilise pas spécialement souvent. Donc celui-là, on peut l'omettre un peu, on peut l'oublier un peu. Le regrouper, lui, est aussi très utilisé. Alors pas spécialement sur le jour du brevet, enfin même s'il va peut-être apparaître, parce qu'en fait il sert euh, à lier une variable, à lier une commande à du texte. Voilà. Souvent ça va être quand vous allez avoir une question. euh, Quel est le et que vous voulez mettre une variable dedans. Voilà, bah là euh, vous allez justement utiliser le regrouper pour le coup. Alors on peut en mettre bien sûr autant qu'on veut les uns dans les autres. Moi par exemple le plus connu c'est quand je demandais une table de multiplication. Quel est le résultat de et donc je mettais un nombre
Tiens, je vais mettre une variable, hop, fois FOIS, parce que je suis dans une phrase, hein, donc, où on peut mettre le symbole, hein, on peut mettre le symbole X, hop, pour faire la petite multiplication, fois, et là je rajoute un regroupe, fois un deuxième nombre. Voilà, quel est le résultat de un premier nombre fois un deuxième nombre? Et alors vous allez vous dire pourquoi il y a un dernier espace? Bah, tout simplement pour le point d'interrogation. Donc vous voyez, ça permet de lier du texte et des variables se regrouper. Voilà, c'est-à-dire qu'à ça, mais c'est quand même indispensable. Alors, certains, la première erreur, certains vont me dire, mais pourquoi tu n'as pas utilisé ce fois ici? Parce que ce fois-là, il effectue le calcul. Voilà, si je voulais poser une question, il faut que je l'écrive le fois. Si jamais j'écris justement un premier nombre fois un deuxième nombre, en fait, il va faire le calcul. Il va faire celui-là fois celui-là. Et donc, il va y avoir qu'un seul qui va apparaître. Ça va être que le résultat qui va apparaître. Voilà. Donc, pour ça que celui-ci est utilisé pour faire les calculs. Par contre, le regrouper, voilà, c'est pour lier du texte à une commande. Voilà, je vais pouvoir tous les jeter. Hop, ceci. Je reviens un peu en arrière parce que là, j'en ai enchaîné pas mal. Donc, dans les contrôles, on a le si alors. J'étais obligé de vous parler des opérateurs avec les contrôles, vu que c'est la condition. Mais souvent, on ne va pas utiliser seulement le si alors. On va utiliser le si alors sinon. Si alors sinon, si on a la condition, alors on dit bonjour. Et si on ne l'a pas, on va faire la deuxième action. Voilà, tiens, je vais dire au revoir. Hop, je le garde celui-ci dans un coin. Donc là, les opérateurs, vous allez me dire, voilà, il y en a beaucoup des opérateurs pour le coup. C'est normal, il peut y avoir plein de cas différents, il peut y avoir plein de calculs différents qu'on effectue. Voilà. Donc souvent, en effet, on va utiliser le si, alors, sinon. Après, ça va vraiment dépendre des TP. Il faut juste avoir conscience que si il se passe ce qu'il y a entre le si et le alors, on fait la première action. Si non, si il ne se passe pas ce qu'il y a dans justement cette question sur la condition, ah ben alors je fais le deuxième. Pour le coup. Ensuite, le attendre jusqu'à que, bon, c'est peut utiliser le répéter jusqu'à ce que c'est pour faire une action jusqu'à ce que il se passe quelque chose. Là encore, c'est pas forcément le plus utilisé, c'est vraiment le si alors sinon que vous allez voir tout le temps. Le stop to, ça c'est un peu un bouton d'urgence quand vous avez des envois de messages ou quand vous avez beaucoup de lutins qui font des actions. Euh, Là encore, très peu souvent utilisé, les clones encore moins pour le coup. Donc, dans les contrôles, on a le attendre, voilà, qui ne va pas apparaître forcément dans les énoncés, mais que vous devrez utiliser. Vous aurez le répéter, celui-là qui est indispensable, vraiment un indispensable. Et le si alors ou si alors sinon, qui lui aussi est un indispensable. Passons au capteur. Ouais, vous allez vous dire, voilà, il y a déjà beaucoup de commandes, c'est vrai. Ah, j'ai oublié de le répéter indéfiniment. J'ai coupé un peu. Voilà. Mais vous allez voir, finalement, ça fait quand même bien moins que ce qui apparaît dans cette colonne de gauche. Les capteurs, alors, ça va être assez courant. La couleur, voilà, est-ce que la couleur est touchée? Là, vous voyez, ces premières formes ici, ces premières formes, c'est justement des questions. Voilà, c'est justement des conditions qu'on aurait pu mettre ici. Si la couleur, si telle couleur est touchée. Alors, si jamais vous devez l'utiliser, le plus simple, c'est pas d'aller chercher une couleur. Laissez tomber parce que vous avez énormément de variables. Enfin, vous voyez, chaque couleur est associée à un numéro. Vous voyez, couleur 50, couleur 78. Et il suffit que la couleur de votre objet soit la 77 et que vous mettiez 78, nous on ne voit pas la différence forcément à l'œil nu. Voilà. Mais pour l'ordi, pour le logiciel, c'est complètement différent. Donc le plus simple, si jamais vous voulez utiliser une couleur, c'est de prendre notre petite baguette, notre petite pipette, et d'aller la chercher directement, d'aller chercher directement la couleur qu'il y a sur votre programme. Et donc là, vous voyez la loupe où on voit ici les carrés, pour le coup. Et donc si je veux la couleur du chat, hop, je vais aller cliquer
sur la couleur du chat et ça me la met automatiquement. C'est-à-dire le bon numéro, la bonne saturation, la bonne luminosité. Voilà, je serai sûr de l'avoir. Voilà, donc les premiers, voilà, c'est souvent des questions. Donc, si le lutin touche le pointeur de souris ou le bord, si la couleur est touchée, là encore, pour le brevet en tout cas, assez peu utilisé. Moi, en TP, j'utilise souvent la couleur. Voilà, souvent la couleur, je dis n'importe quoi, si vous faites un jeu de labyrinthe et que il touche un mur du labyrinthe, donc c'est en fait s'il va toucher la couleur du mur de labyrinthe, il doit se passer quelque chose, il doit se stopper, sinon il va traverser tout droit et ça n'aura aucun intérêt. Donc ceux qui vont être utilisés au brevet, c'est le fameux demander. Voilà, demander, poser une question. Justement, on pose une question à l'interlocuteur et on aura, vous en doutez, sa réponse. Donc les deux sont intimement liés pour le coup. Hein, hop, je vous le mets. Voilà. Il demande quel est ton nom. Hop, je réponds. Et en fait, ma réponse ne va pas apparaître. Ma réponse, elle va aller là-dedans. Elle va aller dans la petite case réponse qu'il y a ici. Donc, vous en doutez, énormément utilisée pour les programmes de calcul. Voilà, où on te dit au début, choisis un nombre. Voilà, on te dit, choisis un nombre, tu choisis 2, et ben le 2, il va aller où? Il va aller là-dedans. Et donc, si vous voulez l'utiliser, il faut utiliser cette petite commande réponse, pour le coup. Là encore, vous voyez la forme, c'est toujours ici la forme, là c'est toujours des questions qu'on pourrait mettre là-dedans. Si la touche espace est pressée, pour le coup, si la souris est pressée. Mais après les autres, honnêtement, on l'utilise assez rarement. Les chronomètres, j'aime bien mettre, moi des fois, un petit chronomètre dans mes TP. À ajouter hein, en bonus, c'est rarement les premiers qu'on vous demande, pour le coup. Mais donc, vous voyez, dans les capteurs, finalement, à part peut-être la couleur. Allez, je l'ajoute, la couleur. À part la couleur, vous avez le demander réponse. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est ça qui est dingue. C'est que souvent, quand vous voyez cette grande colonne, vous dites oh là là, je vais chercher quoi ici? Vous en savez rien. Eh ben, on va choisir justement que entre le demander, la réponse et la couleur. Les capteurs, c'est fait. Les opérateurs, on les a fait tout à l'heure. Voilà, on est allé jusqu'au et où. Voilà, on pourra utiliser le modulo qui est le reste de la division entre les deux nombres, mais je suis pas sûr qu'au brevet ils aillent jusque-là, honnêtement. Et enfin, grand du morceau, alors, enfin non, et enfin il reste encore deux, trois parties à vous dire. Les variables. Les variables qui vont être ultra importants parce que ça va être utilisé dans les programmes de calcul. C'est-à-dire, au début, je vous disais de choisir un nombre. Voilà. Et bien ensuite, on va effectuer des actions sur ce nombre, des opérations. Donc, on va vous dire multiplier par 5. Mais en fait, le résultat, où est-ce qu'on va le mettre, justement? Alors là, je peux renommer la variable qui existe déjà. Je vais l'appeler résultat, par exemple. Donc, j'aurais très bien pu créer une variable hein, et l'appeler résultat pour tous les sprites ou juste pour ce sprite. Donc, on va en fait, il faut voir ça comme une petite boîte. La petite boîte que je vais vous faire apparaître, qui apparaît ici. Vous voyez, parce que j'ai coché là le fait de voir cette variable, pour le coup. Donc, je choisis un nombre. Ce nombre va aller dans la réponse. Et par exemple, si je veux faire ma réponse plus 3, par exemple, eh ben, il faut que je range quelque part ce résultat. C'est-à-dire, je fais le calcul, je fais réponse plus 3. Hop, je me le mets, réponse plus 3. Mais vous voyez, ce réponse plus 3, bah, il faut que le programme enregistre le résultat quelque part. Et ben c'est là où il va être enregistré dans cette variable. Pour le coup. Donc regardez, je choisis un nombre, je choisis 1 par exemple. Et donc là dans ma petite boîte, résultat, ben, il y aura 4 parce qu'il a fait la réponse plus 3. Et donc si il y a justement une nouvelle opération qui doit se faire, eh ben, je peux quand même utiliser cette même boîte. Je peux toujours utiliser cette boîte. Je ne suis pas obligé de la changer parce que c'est juste une boîte mémoire où je vais vous dire bah, dans la boîte maintenant, tu vas faire quoi Tu vas faire, allez, on va faire x4
pour le coup. Donc je prends le fois que je mets là-dedans. Mais il ne faut pas que je mette la réponse. Parce que si je mettais cette petite commande réponse, pour le coup, ça reprendrait le 1 que j'ai mis tout à l'heure. Mais si je veux multiplier le résultat par 4, eh ben, je dois prendre justement ma petite variable qui contient 4 ici. Donc elle contient 4, je multiplie là aussi par 4, et donc le résultat, ils vont le mettre dans la même boîte. C'est-à-dire il va faire les opérations les unes après les autres. Je vais aller chercher un petit attendre pour que vous le remarquiez. Donc on va mettre attendre 3 secondes. Donc hop, je lance, choisis un nombre. Donc là il se souvient du résultat qu'il y avait à ma tentative précédente. Je mets le 1, j'appuie sur Entrée, et là vous allez voir qu'au début il va me calculer justement 1 plus 3 et afficher le 4. Alors attendez, je vais réinitialiser le résultat. Voilà, je vais mettre le résultat à 0. Donc j'appuie, là il fait 1 plus 3 égale à 4, et après il fait 4 fois 4 égale à 16. Et donc on a utilisé la même boîte pour faire cet enregistrement à chaque nouvelle tentative. Donc là on est clairement dans un programme de calcul. Avec le plus, le fois, on peut faire le moins et le diviser, mais en n'utilisant qu'une seule boîte, je ne suis pas obligé à chaque ligne du programme de calcul de refaire une nouvelle boîte. Voilà, c'est juste une boîte mémoire sur laquelle on va enregistrer le résultat de notre nombre. Et après, si on veut l'afficher, là on peut utiliser un dire pour qu'il annonce, voilà, dire quel est le résultat, etc. On peut l'annoncer, hein, ce résultat, bien sûr après. Très souvent, on va utiliser aussi ce mettre résultat au début à 0 pour initialiser la variable. Voilà, comme je l'avais fait tout à l'heure, je vous disais, là, je voulais pas que le 4 il apparaisse parce que je voulais que vous voyez qu'il fait 1 plus 3 égale à 4. Donc, au début du programme, on va souvent mettre la variable à 0 peut-être. Et on peut ajouter 1, 2, 3, 4. On peut modifier cette variable. C'est le principe d'une variable. Une variable, ça varie. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez un nombre qui va changer, eh ben, on va aller chercher dans ces variables justement ce nombre qui change. Ensuite, dans mes blocs, pour l'instant, il n'y a rien, en fait, pour le coup. À quoi ça sert un bloc? Un bloc, ça sert à enregistrer un morceau de programme. Je vous donne un exemple, pour le coup. Alors, pour aller chercher cet exemple, je vais aller chercher le stylo, d'abord. Donc, le stylo qui doit être ajouté, qui est une extension de Scratch 3. Là, il faut aller chercher en bas à gauche de mon écran, le ajouter une extension, ajouter l'extension stylo, pour le coup, qui va nous permettre souvent de tracer. Alors voilà, là j'ai rangé un peu tout pour le coup. Dans l'extension du stylo, on aura très souvent le effacer tout qui va nous permettre donc d'enlever tous les gribouillis qu'on a pu faire avant. Le stylo en position d'écriture qui nous permet de tracer. Et le relever le stylo qui va nous permettre justement de changer d'emplacement. Voilà, souvent, si on veut relever le stylo pour ne pas tout le temps tracer, si on veut aller d'un bout à l'autre de la map sans avoir forcément ce trait en plein milieu. Donc bien sûr, on peut changer la couleur, on peut changer la taille du stylo, mais ça, c'est un peu plus accessoire. Pour le coup, ça va vraiment être le effacer tout, stylo en position d'écriture, relever stylo. Et donc, remarquez une chose, à part les blocs dont on va parler dans un instant, sur tout ça, voilà les commandes que vous allez devoir connaître et utiliser d'ici la fin de la troisième. Voilà. Honnêtement, par rapport au programme, eh ben, ça fait pas tant que ça. Voilà. Quand vous considérez que certaines commandes, c'est du avancer, du tourner, du s'orienter, c'est pas dingue, dingue, dingue non plus. Voilà. Ça demandera un peu de pratique, mais ça reste assez accessible. Alors, avant de parler des blocs, j'aimerais parler de moi, ce que j'aime bien, un petit bloc d'initialisation. Ça veut dire, au début de mon programme, ça veut dire, j'aime pas me lancer direct dans l'action parce qu'on ne sait pas comment il s'est terminé le programme d'avant. Hein. On ne sait pas si notre lutin, il n'est pas parti à l'autre bout de l'écran, il n'est pas carrément sorti de l'écran, il a disparu. Souvent, on m'a dit, monsieur, il a disparu, je fais quoi, il est où? Et ben, pour le retrouver, on va réinitialiser un peu tout ça. Comment faire? Ben, quand il y a le départ, on va le faire déjà aller au centre. Aller au centre, donc aller à x0, y0. Comme ça, il va se déplacer, revenir complètement au centre. On va effacer tout. S'il y a eu des traits, si le stylo était en position d'écriture, voilà, même
en allant au centre, il va me faire un gros trait dessus. Et ce effacer tout, ça va me permettre, une fois qu'il sera au centre, de tout réinitialiser, tout effacer. Attention à ne pas faire l'inverse. C'est-à-dire, si vous effacez tout et qu'après vous le faites aller au centre, bah, malheureusement, vous allez avoir le gros trait qui va être le retour au centre du lutin. Donc, bien garder les deux inversés pour qu'il retourne au centre. Et une fois retourné au centre, il efface tout. Le s'orienter à 90, parce que pareil, si votre lutin il a fini dans cette position, que vous avez dû avancer, tourner, eh ben, il va recommencer votre programme en étant dans cette position complètement penchée. Donc l'orientation vers la droite, souvent, hein, régulièrement, hein, c'est ce qui est fait. Voilà. Et peut-être mettre la variable à 0 si jamais vous avez une variable dans votre programme. Voilà, ça c'est un peu mon bloc d'initialisation. Voilà, avec bien sûr le stylo en position d'écriture si jamais il faut écrire quelque chose. Donc là, par exemple, il ne se passe rien de nouveau. C'est pas quelque chose, c'est pas un début qui est là pour créer justement quelque chose dans mon programme, c'est quelque chose qui est là pour le préparer. Donc regardez, si je clique, hop, il a fait quoi? Il est retourné au centre. Il a effacé tous les traits qui existaient. Il s'est orienté vers la droite. Il a mis les variables à zéro et il a préparé le stylo. Donc il a préparé, il a tout préparé, il n'a rien tracé. Et c'est tout un bloc comme ça. Pour le coup. Alors, je fais bien de parler de bloc parce que je peux créer un bloc, justement. Je peux créer un bloc si jamais j'ai envie de construire quelque chose. Par exemple, initialisation. Un bloc de début. Donc définir l'initialisation. Je peux mettre ça. Et en fait, quand je vais dire, bah tiens, au début, tu fais cette initialisation, il va faire tout ce morceau-là. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique si vous voulez avoir un bloc que vous utilisez régulièrement et que vous n'avez pas envie de remettre tout ça à chaque fois, pour le coup. Vous avez ce bloc et après, à chaque nouveau programme, bah, vous sortez initialisation, hop, et il me fera ces 5 commandes à la suite, pour le coup. On le voit aussi régulièrement pour des petites figures. Donc, par exemple, on peut créer un bloc. Non, je vais commencer par le bloc carré, et puis créer le triangle un peu plus tard. Donc, définir le carré. Alors, comment on fait un carré? Voilà. On fait un carré, on met le stylo en position d'écriture. Je ravance de 50 et je fais ça 4 fois. Donc, je vais mettre un répété. Je vais mettre à répéter 4 fois. Et donc là, j'ai défini comment on fait notre carré. Et donc, si je déclenche mode programme et que je fais ce carré, donc il fait initialisation et après il construit, vous voyez, mon carré de 50. Et à chaque fois que je vais vouloir lui faire créer un carré, je n'aurai plus qu'à cliquer sur cette petite commande qui me permettra de faire tout ce bloc. Hop, vous voyez, je suis à une autre position, je vais lui faire refaire le carré, je clique dessus. Voilà, ou je le mets dans mon programme. Voilà, donc là vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir pour votre épreuve de brevet. À présent, on va voir quelques exemples justement de comment aborder les exercices, qu'est-ce qu'on va attendre de nous selon le type d'exercice sur lequel on peut tomber. Je vais vous sortir quelques exemples. Et on se retrouve à présent pour nos exemples d'exercices du brevet. Donc j'ai sélectionné pour vous 5 exos pour vous entraîner à voir toutes les différentes variétés de types d'exercices qu'on pourrait vous demander. Je vais commencer par le plus classique, une petite figure. Vous voyez ici où on veut construire un losange. Donc un losange, on vous donne les angles, 30 degrés, 150 degrés, 50 degrés, comme ça. Et donc là, vous retrouvez le bloc. Voilà, il y a le bloc losange en fait qui va se déclencher ici, où on a définir le losange. Donc comment définir le losange? Bien sûr, on met le stylo en position d'écriture pour tracer, pour écrire. Et là, on va faire quoi? On va avancer de côté, on va tourner vers la droite pour descendre, hein. On va avancer encore de côté, vu que le losange, ils ont la même longueur. Et on va retourner encore vers la droite pour pouvoir faire le chemin inverse. C'est pour ça qu'il y a un répété 2 fois. Alors, là, c'est l'erreur la plus classique que vous avez rencontrée, le tourner 2. Il y en a plein qui vont se dire, voilà, honnêtement, les 3 quarts des élèves ils vont se dire, bah, j'avance et là, il faut tourner vers la droite. Je vais tourner, je vois un 150 degrés, je mets 150 degrés. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Pourquoi ça? Je vous montre. Parce qu'on tourne par rapport à la direction du chat. Là, le chat, il est orienté à 90 degrés, il est orienté vers la droite, en fait. Donc, vous voyez, je vous ai fait cette flèche. Donc, le chat, il avance, ici, suivez ma souris, hein, il avance justement de la longueur de côté. Et là, il a cette direction, et donc il doit tourner. Et donc, par rapport à cette direction, eh ben, il va tourner, mais il va tourner que de 30 degrés. Donc, en fait, première erreur, voilà, souvent, il faut vraiment dessiner et avoir conscience de quelle est la direction qu'a le chat lorsqu'il avance. Donc, lorsqu'il arrive à un point, quelle est la direction du chat? N'hésitez pas à faire une flèche comme je viens de le faire pour voir ici qu'il ne tourne vers la droite que de 30 degrés pour pouvoir prendre cette direction en bas à droite. Voilà, pareil ici, pareil en bas, c'est-à-dire là je continue, j'avance de côté, et là donc j'ai cette direction-là, hein, j'ai fait ce chemin en noir, et ben je retourne vers la droite, mais je retourne de combien? Ben, je vois ici qu'il y a 150 degrés. Pourquoi? Alors d'où j'aurais pu trouver le 150? Ben, ce petit angle-là, vous le voyez ici de l'autre côté, il fait 30 degrés ce petit angle. Donc pour avoir un angle plat, 150 plus 30 égale 180 pour le coup. Donc voilà, donc bien réfléchir à la direction du lutin quand vous tournez à gauche ou à droite. On avait dit tout à l'heure, et là, vous voyez, c'est une question extrêmement classique qu'on vous pose assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à faire quelques exos, à en faire encore et encore. Pour le coup. Voilà pour le premier exo que je voulais voir. Le deuxième exercice, voilà, l'exercice du labyrinthe, qui est assez sympa parce que là, il bosse sur les coordonnées abscisse et ordonnées. Donc là, par exemple, je vous résume un peu. Donc il y a le labyrinthe avec le chat, il y a le point de départ, il y a le point de sortie. L'arrière-plan est constitué d'un repère d'origine O avec des points espacés de 30 unités verticalement et horizontalement. Donc en fait, tous les points, ils ont 30 pixels d'écart. En fait, 30 pas d'écart si vous lisez sur le Scratch. Et donc, c'est pour ça que quand vous regardez un peu plus attentivement, donc il y a les déclencheurs donc de flèches de haut, flèches de bas, droite et gauche, et à chaque fois, euh, ils avancent de 30 pas en 30 pas, de 30 pixels en 30 pixels. Donc vers le haut, c'est 30, vers la droite, c'est 30, vers le bas, ce sera moins 30, et vers la gauche, moins 30, comme sur notre repère. Voilà, vous voyez, le repère, là, il est tracé ici avec le centre haut, pour le coup. Quelques questions, on va faire. Recopier et compléter l'instruction aléa X, Y du programme pour amener le lutin au point de départ. Alors, vous voyez, regardez le programme, qu'est-ce qui se passe? Quand le drapeau il est cliqué, il va à moins 180, moins 120. Ça correspond à quoi ce moins 180, moins 120? Bah, ça correspond à la position du point de départ. Vous voyez, regardez, moins 30, moins 60, moins 90, moins 120, moins 150, moins 180. Donc sur l'abscisse, je suis bien à moins 180 ici. Et donc là, en ordonnée, 0, moins 30, moins 60, moins 90, moins 120. Voilà, donc ce moins 180, moins 120, eh ben, c'est la position qu'on a perdue qui permet de retourner au point de départ. Donc au début du jeu, on va à ce point de départ et on répète indéfiniment, c'est ce que je vous disais pour que la question se fasse tout le temps. Si la couleur noire elle est touchée, la couleur du mur est touchée, eh ben, il va dire perdu et il va aller à X, Y, il va retourner au point de départ, il va retourner au centre. Donc, vous voyez, ces questions Scratch, il y en a certaines qui sont extrêmement classiques, où c'est de la compréhension, un peu d'observation. Donc, vraiment, ne pas hésiter à le faire, à se lancer. Quelle est la distance minimale parcourue par le lutin entre le point de départ et le point de sortie? Alors, si vous avez bien repéré qu'il y avait 30 unités entre chaque point, 30 pas, et ben vous partez de là, partez du point de départ, et vous comptez combien il y a de déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et vous faites 27 fois 30, vu qu'on a 30 unités entre chaque point. Voilà, et vous aurez le nombre, la distance qui a été faite. On lance le programme, c'est la dernière question de l'exercice en plus, il y a une exercice en 3 questions. On lance le programme en cliquant sur le drapeau. Le lutin est au point de départ, ce qui est normal. On appuie brièvement sur la flèche du haut pour ne pas dire qu'on appuie plusieurs fois et qu'on insiste sur la flèche du haut. On appuie une fois sur la flèche du haut, puis sur la flèche de droite. Quelles sont toutes les actions effectuées par le lutin? Et bien là, on va suivre le programme. Vous allez voir, donc, il part au point de départ. Il va donc, flèche du haut, monter de 30, aller ici. Et ensuite, flèche de droite, aller de 30 à droite. Donc, il va se prendre le mur. Donc, il va au départ. Et si la couleur noire est touchée, donc il va monter de 30 et après aller à droite de 30.
toucher la couleur noire, et si la couleur noire elle est touchée, alors il va dire perdu pendant 2 secondes, et il va aller à X, Y, où on a mis les coordonnées du point de départ. Voilà. Et l'exercice est terminé. Donc finalement, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des exercices, il faut vraiment les tenter. Vous voyez qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas 50 000 commandes, il n'y a que les commandes parmi les qu'on a vues. Il n'y a que des commandes qu'on a vues. Donc il n'y a pas forcément de nouveauté. Nouvel exercice. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un exercice qui a l'air assez massif, parce que j'ai un gros problème ces dernières années, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent oh là là, c'est du scratch, je laisse tomber, j'y comprendrai rien. Sauf qu'en fait, finalement, eh ben, tout peut sembler limpide. Je veux dire, après en avoir vu quelques-uns, vraiment, ça va vous sembler évident. Et là, j'ai choisi un exercice où c'est de la compréhension d'un énoncé. Donc, par exemple, il y avait une boutique donc, qui vend des photos, et on vous dit nombre de photos commandées avec un prix à payer. Donc, si les photos sont entre 1 et 100, si on commande entre 1 et 100 photos, bah, ça coûte 17 centimes par photo. S'il y a plus de 100 photos, ça sera 17 euros pour les 100 premières, et après 13 centimes chaque photo en plus. Vous voyez, petite réduction parce qu'on en a commandé plus de 100, quoi, pour le coup. Donc, il y a quelques questions au départ pour voir si vous avez vraiment compris ce qui se passait avec le nombre de photos commandées. Et après, paf, on bascule sur Scratch. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardons. Quand le drapeau il est cliqué, ça c'est normal, c'est pour déclencher. Demandez le nombre de photos à commander. Donc, le nombre de photos qu'on met sur le clavier va aller dans la réponse. L'exercice a choisi de ne pas le laisser dans la réponse, mais de créer une boîte spécialement, voilà, une variable. Voilà, cette variable, il l'a appelée NB photo, nombre de photos, pour le coup. Donc dans cette boîte, il a mis la réponse, il a mis le nombre de photos que je veux. Si le nombre de photos est plus petit que quelque chose, on va mettre le prix à nombre de photos fois quelque chose. Et là, il faut aller chercher au-dessus. Au début, on se dit, mais qu'est-ce que ça peut être ce nombre-là? Mais regardez ce qu'il est au-dessus. Si le nombre de photos est plus petit que combien? Et bien là, c'est si on a un nombre de photos plus petit que 100. Pour le coup. C'est ça la limite entre plus petit que 100 ou plus grand que 100. Pour le coup. Donc si c'est plus petit que 100, on va mettre le prix à 17 centimes par photo. Donc on va faire le nombre de photos fois la petite étoile, vous le verrez, vous voyez sur le clavier devant vous. Si vous êtes sur un PC, c'est une multiplication. Nombre de photos fois ce 0,17, ce 17 centimes. Alors, on pourrait même mettre, si le nombre de photos est strictement inférieur à 101, mais voilà, je pense que sur cette année-là, sur la correction, on acceptait peut-être le 100. Voilà, la réponse exacte, c'était 101 parce que c'est pas inférieur ou égal, c'est strictement inférieur à 101, donc pour avoir 100. Mais le 100, vous auriez compris l'exercice si vous aviez mis 100 avec nombre de photos à 0,17. Sinon, si c'est pas strictement inférieur à 100 à 101, si c'est plus grand ou égal à 101, on met nombre de photos supplémentaires à nombre de photos moins 100. Alors pourquoi? Parce que là, on va chercher à calculer donc ce nombre de photos supplémentaires. Donc nouvelle boîte. Nouvelle boîte pour savoir combien il y aura de photos qui seront à 13 centimes. Mais il ne faut pas toutes les compter. Si je prenais le nombre de photos et que j'avais mis 150, on aurait 150 photos à 13 centimes. Donc c'est pour ça que je vais faire nombre de photos moins 100. Ce 150 moins 100, j'enlève les 100 premières photos pour savoir combien de photos en plus. Et mettre prix à combien? Et bien là, j'ai le nombre de photos supplémentaires fois le 13 centimes. Mais donc, il y a quoi dans ce plus avant? Et bien, il y a cette ligne d'avant. Vous voyez, c'était 17 euros pour les 100 premières photos. Et bien donc, ici, j'aurai plus 17 plus les 17 euros. Et voilà, j'ai complété justement mes 3 cases qui m'étaient demandées. Venons sur un programme de calcul. Programme de calcul, je vais commencer par celui-ci. Alors, je n'ai pas laissé en PDF par rapport à tout avoir sur la même page. Vous allez voir que ça se fait plutôt bien. Voilà. Programme de calcul, je vous l'ai dit, il y avait une variable. Alors là, c'est en vert, je ne sais pas pourquoi. Moi, sur Scratch 3, c'est en orange. C'est même beaucoup mieux. On demande, on choisit un nombre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le carré du nombre de départ. Alors déjà, cette réponse, ils ont décidé de ne pas laisser dans la petite commande réponse.
ils ont voulu le mettre dans une boîte. Réponse, hop, ils le mettent dans une boîte qui s'appelle X. Comme ça, on pourra utiliser le X. Bon, parce que vous avez l'habitude d'utiliser un X quand on a une expression littérale. Prendre le carré du nombre de départ. Le carré, c'est le nombre fois lui-même. Donc, on va faire X fois X. Et là, même si, voilà, et là, on va le mettre dans notre fameuse boîte résultat, dans une boîte pour enregistrer l'étape 1. Voilà, l'étape 1, on a fait X fois X, je l'enregistre quelque part, dans Y. Et ensuite, ce résultat, je fais quoi? Je fais plus quelque chose fois quelque chose. Alors, regardons l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? Ajouter, c'est pour ça qu'il y a un plus, d'ailleurs, le triple du nombre de départs. Donc, plus le triple du nombre de départs, ça serait 3 fois X. Bah, j'écris 3, il y a la petite étoile, le fois X, ici. Et ça, ce résultat, voilà, il est enregistré dans une autre boîte. C'est vraiment juste pour faire l'enregistrement, le Y et Z, pour le coup. Et le résultat final, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut soustraire 10, pour le coup. Donc on va faire moins 10 pour la dernière étape. Mais qu'est-ce que je vais mettre avant? Eh ben, je vais mettre le résultat que j'avais juste avant. Ce résultat que j'avais juste avant, comment il s'appelle? Il ne s'appelle pas Y, il ne s'appelle pas X. Tout ça, on l'a enregistré dans la boîte qui s'appelle Z. Donc là, je vais mettre Z-10. Donc, vous voyez que quand il s'agit, et c'est très souvent le cas, c'est très souvent demandé, hein, quand il s'agit de traduire un programme de calcul, finalement, il suffit de mettre les deux en parallèle côte à côte et vraiment recopier juste les informations que vous avez dans votre programme sur votre logiciel de Scratch. Voilà. Étant donné que vous n'êtes pas derrière l'ordi, souvent les exercices seront un peu plus simples que ce que vous avez eu en TP. Un dernier exercice, voilà, je vous ai promis qu'il y en avait 5, parce que là encore, c'était un peu sous forme de programme de calcul, c'est une traduction d'une expression littérale. En fait, là on veut ici que ce programme traduise cette expression, le x au carré plus 4x moins 21. C'est pour ça qu'au début dans le programme, on dit, donc quand la touche espace est pressée, combien vaut x, combien vaut la valeur que je veux tester. Là encore, la réponse, ils la mettent dans X, histoire que vous voyez bien qu'il y a un X. Donc vraiment, normalement, cette première étape, c'est vraiment juste pour vous aider à se dire, bah voilà, la réponse, ça correspond à la lettre X que vous avez là-haut dans votre expression littérale. Donc je fais X fois X, je le mets dans une boîte R qui est le résultat, qui est la boîte mémoire, on va dire. Donc X fois X, ça fait mon X au carré. Ensuite, j'ajoute. J'ajoute quoi? Eh ben, je veux faire plus 4x. Donc je vais ajouter combien fois x à mon résultat? Ben, je vais ajouter 4 fois x à mon résultat R. Et donc le R, je vous ai dit, c'est juste la boîte pour enregistrer. C'est juste l'espace. On a enregistré, donc on a le résultat précédent. Et ben, je vais faire plus 4x. Donc dans ma boîte, pour l'instant, en mémoire, j'ai le x au carré plus 4x. Et enfin, à mon résultat, je vais ajouter combien? Eh ben, je vais ajouter moins 21. Alors, il faut faire attention à bien penser à mettre le moins, parce que le résultat, il est négatif pour avoir la soustraction. Parce que j'ai que du ajouter sur Scratch, je n'ai pas une commande enlever, comme on l'avait vu dans les variables. Et enfin, dire l'aire du rectangle est, le regroupé, il est là juste pour lier la phrase à une commande. L'aire du rectangle, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans cette fameuse boîte R, qu'on a nommé R comme résultat. Pour le coup. Donc là, vous voyez, là encore, la traduction, vous mettez l'un à côté de l'autre, vous écrivez votre expression littérale à côté, et c'est vraiment une traduction de morceau après morceau, du x au carré, du plus 4x et du moins 21. Donc, c'est tout à fait accessible. Vous pouvez y arriver. Vous voyez ces quelques exemples? Eh bien, ce sera ça. Voilà. Et si jamais c'est un peu différent, pas de panique. Dites-vous qu'on ne va pas vous demander la lune parce que vous n'êtes pas derrière un ordi, vous êtes derrière une feuille. Donc, on est vraiment dans de la compréhension de ce qui se passe sur Scratch. N'hésitez pas à en faire davantage pour vous entraîner, pour percer justement et vous rassurer sur le sujet. Voilà, en y touchant un peu, c'est vraiment des points gagnés pour le coup. Donc, il faut absolument traiter ces exos. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura rassuré, vous aura permis de faire le tri parmi tout ce que vous avez vu pendant vos 4 années de Scratch. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Ciao, bye bye.